Bonjour à tous et à toutes. Nouvelle séance, la troisième, consacrée à l'Empire romain, à la paix romaine, la romanisation et au début du christianisme. Et aujourd'hui, nous allons affirmer la puissance de Rome, de la ville de Rome, de l'Empire romain aussi, à travers un monument emblématique, le plus célèbre de tous probablement, le Colisée. Et comme nous sommes en histoire des arts, nous allons nous pencher sur l'architecture de ce monument et nous verrons tout ce que nous essaierons de déterminer, tout ce que nous pourrons déterminer pour en connaître davantage sur le mode de vie des habitants de la capitale impériale. Que nous apprend le Colisée de Rome sur la société romaine, sur la culture romaine, sur la vie quotidienne des Romains. Alors, comme je viens de vous le dire, le Colisée de Rome, c'est un monument parmi les plus célèbres au monde, au même titre que la Statue de la Liberté de New York, que la Tour Eiffel à Paris, que puis-je encore citer le Golden Gate à San Francisco ou Big Ben à Londres. Ce monument fait partie des monuments majeurs classés au patrimoine mondial de l'humanité. Et donc quand on pense à Rome, on pense tout de suite au Colisée. C'est l'occasion aussi pour les photographes de rivaliser pour faire des photos toujours plus étonnantes les unes que les autres, comme celle que je vous montre, comme celle que je te montre à l'instant, que je soupçonne d'ailleurs d'avoir été un petit peu retouchée parce que le ciel me paraît quand même étrangement, on va dire, lumineux, doré. Et par contre, cette photo a l'intérêt de nous montrer que le Colisée, certes, existe toujours, il a survécu aux outrages du temps, mais malgré tout, il a été fortement endommagé. Et la première explication, c'est qu'il a subi plusieurs tremblements de terre, et c'est ce qui explique pourquoi une partie des étages supérieurs s'est effondrée. Mais néanmoins, la base est solide et ce monument reste, même en partie démoli, reste majestueux, monumental. Si vous avez l'occasion de le visiter un jour, vous serez quand même, je pense, impressionné par ses dimensions. Alors comme il n'est pas toujours facile de se représenter ce à quoi pouvait bien ressembler un monument quand ce monument est en partie démoli, eh bien je vous ai trouvé, c'est facile à trouver sur internet, une reconstitution de ce à quoi ressemblait le Colisée au moment où Rome rayonnait sur le bassin méditerranéen. Donc le voici avec sa forme circulaire, et avec une toile tendue qui évidemment aujourd'hui a disparu pour protéger les spectateurs du soleil et leur faire un peu d'ombre. Alors à la veille des grandes vacances, ne perdons pas les bons réflexes. Commençons par situer dans l'espace et dans le temps Il Colosseo, le colosse, en français le Colisée. Donc sans surprise, nous sommes à Rome, ce modeste village de bergers devenu l'urbs, c'est-à-dire la ville, c'est-à-dire le cœur de l'Empire romain, ce cœur urbanisé, où visiblement la place vient à manquer, où les marécages du Tibre ont été depuis belle lurette asséchés pour laisser la place à des constructions plus ou moins vastes, plus ou moins solides, on y reviendra, plus ou moins luxueuses,
Mais il est clair que le Colisée se voit de loin, même à une époque où évidemment on n'a pas de drone ni d'avion, mais le Colisée écrase de sa perspective tous les bâtiments autour, et même les gigantesques, parce qu'ils sont gigantesques, palais impériaux qui se trouvent à côté de lui, en bas, un peu au sud-est, un peu en bas à droite, numéro 5, paraissent tout petits à côté du Colisée. Le Colisée est au cœur de Rome, il est à proximité de la Rome des débuts, c'est-à-dire pas très loin du Tibre, que l'on aperçoit, pas très loin de la colline du Palatin, pas très loin du temple de Jupiter qui a été l'un des tout premiers monuments religieux construits à Rome. Donc on est au cœur de Rome, au cœur du pouvoir politique, puisque les palais impériaux sont à côté, au cœur du pouvoir économique et religieux, puisque le Colisée est cerné, si je puis dire, par les temples et par les forums. Donc le Colisée est véritablement le carrefour de Rome. Et après avoir situé le Colisée dans l'espace, eh bien, il faut maintenant le situer dans le temps. Alors la construction du Colisée a commencé aux alentours de l'an 80, et donc il a constitué le lieu privilégié du loisir des citoyens romains pendant toute la période de l'apogée de l'Empire romain, c'est-à-dire sur plusieurs siècles, au moins jusqu'au IIIe siècle. Je vous propose tout d'abord de prendre connaissance d'une vidéo, un petit peu longue, mais bon, c'est vacances, vous avez le temps, de 8 minutes à peu près, qui est très bien faite et qui nous présente justement ce Colisée de Rome, le plus grand amphithéâtre du monde romain. Vous allez apprendre plein de choses. En plus, c'est un reportage très récent puisqu'il date du 28 mai 2022. Je tâcherai de penser à mettre le lien dans la présentation de ma vidéo. On n'aurait plus qu'à cliquer dessus. Il est temps de passer au premier exercice de notre planche, la planche 3. Alors, en histoire des arts, Colisée ou pas, la démarche est toujours la même, hein. Donc on commence par créer une fiche d'identité de l'œuvre artistique, bon ben là, en l'occurrence du monument du Colisée. Donc son nom, c'est l'amphithéâtre Flavien. Je reviendrai sur ce qu'on entend par amphithéâtre. Donc l'amphithéâtre Flavien, du nom de l'empereur qui l'a fait construire, mais ça fait belle lurette qu'on a oublié que le Colisée s'appelle amphithéâtre Flavien et qu'on l'appelle le Colisée. Et on l'appelle le Colisée non pas, contrairement à ce qu'on peut croire, ce que j'ai d'ailleurs cru moi-même avant de me renseigner, à savoir à cause des dimensions monumentales du monument. Pas du tout. C'est parce que juste à côté du Colisée se trouvait une immense statue de l'empereur Néron, celui-là même qui sera accusé plus tard d'avoir mis le feu à Rome pour pouvoir reconstruire la capitale selon ses goûts à lui. Eh bien, l'empereur Néron s'était fait construire une gigantesque statue, une statue colossale, et c'est cette statue aujourd'hui disparue, c'est ça qui est ironique, qui a donné son nom au monument qui lui existe encore. Donc c'est un amphithéâtre, c'est-à-dire un double théâtre. Un théâtre, c'est un hémicycle, autrement dit une moitié de cercle. Un amphithéâtre, c'est un cercle complet. Autrement dit, on a une vue à 360 degrés.
Et donc cet amphithéâtre a été construit en 8 ans, ce qui pour comment dirais-je, les technologies de l'époque, pour les moyens de l'époque, et vu les dimensions du monument, est un véritable exploit. Bon, il faut dire que c'est l'empereur Vespasien qui est donc de la famille des Flaviens, c'est l'empereur Vespasien qui paye. Donc l'empereur Vespasien ne regarde pas à la dépense, l'empereur Vespasien puise dans les caisses de l'État pour faire avancer le chantier. Donc il a évidemment les moyens de payer des milliers d'ouvriers qui travaillent chaque jour pour construire ce monument, qui se situe bien sûr à Rome en Italie. Et ce magnifique monument est essentiellement construit en pierre de taille et en marbre, donc avec des dimensions qui sont absolument colossales, puisque vous pouvez le voir, il fait 188 mètres de long, 156 mètres de large, pour une hauteur de quasiment 60 mètres, ce qui est absolument énormissime. J'ai oublié de nommer l'architecte, mais j'ai bien peur de ne pas être en mesure de vous dire qui l'a construit. Bon, bah, c'est pas grave. Et puis, à quoi sert ce monument? Eh ben, on va le voir, c'est un lieu de loisirs et de spectacle. Et alors, sa particularité, c'est qu'il peut accueillir des dizaines de milliers de spectateurs. Alors ça, on en est sûr. Après, ce dont on est moins sûr, c'est du nombre maximum. Certains architectes, historiens considèrent que le Colisée ne pouvait pas accueillir plus de 50 000 personnes, d'autres vont jusqu'à 80 000, ce qui fait quand même une notable différence, mais peu importe que ce soit l'hypothèse haute ou l'hypothèse basse, on a là un lieu qui contient énormément de monde, même si il ne pouvait évidemment pas accueillir tout Rome, comme parfois certaines personnes le croient. Non, Rome, à son apogée, compte 1 million d'habitants, donc on était loin de voir tout le monde aller admirer les spectacles du Colisée en même temps. Mais c'est un lieu absolument gigantesque pour l'époque. Après le premier exercice, eh bien, le deuxième consacré à la description et à l'analyse du Colisée. Alors, si on entre maintenant dans la deuxième étape de notre étude du Colisée, c'est-à-dire la phase de description et d'analyse. Donc, comme vous pouvez le voir, alors l'image, j'ai été obligé un petit peu de la déformer pour que la légende et l'image tiennent tout ensemble. Donc, mon amphithéâtre est un petit peu ratatiné. En réalité, l'image devrait être un petit peu élargie, hein. Bon, donc ça, il faut l'avoir en tête. Alors, pour le reste, ce qu'il faut voir, c'est que... tiens, on va partir du toit, on va partir voilà, des étages supérieurs. Alors, ce qui a disparu aujourd'hui, mais il y a un projet un peu fou, comme souvent d'ailleurs avec le Colisée, de refaire un vélarium tel qu'il existait, c'est-à-dire cette toile tendue, soutenue par 240 mâts en bois, des bois de charpente de marine, c'est-à-dire on a demandé aux charpentiers qui avaient l'habitude de faire des mâts de navires, de faire des mâts destinés à tendre la toile qui était déployée les jours de grand soleil et de forte chaleur afin de protéger le public du soleil. Donc c'est comme une sorte d'immense parasol, voilà, qui était donc manœuvré, plié, déplié, replié par des marins
Eh bien oui, parce que comme c'était une sorte d'immense voile, eh bien pour les manœuvrer, on faisait appel à des spécialistes, sauf qu'évidemment les voiles de navire, elles sont verticales, alors que là, le vélarium, lui, il était horizontal. Alors ensuite, vous avez les différents gradins de la cavoea. La cavoea, eh bien, c'est voilà, c'est les rangées circulaires de spectateurs. Alors j'allais dire de sièges, mais non, ce ne sont pas des sièges individuels comme aujourd'hui en plastique. C'était des simples bancs, enfin du moins des simples bancs quand il y en avait, parce que à l'étage supérieur, eh bien, c'était pas sûr, parce que plus on monte dans les étages, moins socialement on est favorisé, plus on est pauvre. Ou alors, on n'est pas des hommes, mais des femmes. C'est-à-dire que les meilleures places sont en bas de la cavoea, et les meilleures places sont réservées aux citoyens les plus honorables, à commencer par l'empereur qui possède sa propre loge et qui possède une vue absolument imprenable, à savoir que pour lui, il est très important bien sûr d'être à la meilleure place pour assister au spectacle, ça, évidemment ça va de soi, mais le plus important n'est pas là. Pour l'empereur, et notamment l'empereur Vespasien qui a fait construire le Colisée, et pour tous les empereurs qui se succéderont après, il est important surtout d'être vu. Et c'est pour ça que l'empereur doit être visible de tous et qu'il doit avoir sa loge qui soit judicieusement placée. Donc les hommes importants dans les étages inférieurs et à l'étage supérieur, là où la chaleur est la plus insoutenable l'été, parce que là directement sous le vélarium, les femmes, les esclaves, qui servaient les femmes des citoyens et qui donc assistaient aussi au spectacle, et également les étrangers qui n'étaient pas suffisamment bien appréciés pour avoir le statut de citoyen et pour pouvoir se retrouver dans la cavoea inférieure. Après, ce que vous montre cette image, ce qui est intéressant, c'est que il y a une coupe du plancher. C'est-à-dire que sous le plancher, ben, ce qu'on ne voyait pas évidemment à l'époque, vous avez ce qu'on appelle l'hypogée, c'est-à-dire ce qui est sous le sol. Hein, c'est le contraire d'apogée. Hein. Une hypogée, c'est ce qui descend en profondeur, alors que l'apogée, au contraire, c'est le sommet. Et bien, sous l'hypogée, vous avez plusieurs étages. Un sous-sol très complexe, contenant des ascenseurs évidemment que l'on tire à la main, hein, avec des cellules, des cages, pouvant y enfermer aussi bien les hommes que les animaux, puisque les gladiateurs et les bêtes fauves attendent leur tour, si j'ose dire, dans les profondeurs du Colisée, avant de remonter à la surface. Si vous avez l'occasion de voir le film Gladiator, eh bien, n'hésitez pas, c'est un film un peu violent, certes, mais vous passerez un bon moment. Alors, historiquement, tout n'est pas juste, mais les scènes qui sont reconstituées là dans le Colisée sont à couper le souffle. On s'y croirait. Alors, l'occasion, puisque j'ai évoqué les gladiateurs et les bêtes fauves, l'occasion d'évoquer les spectacles qui se déroulent dans cette immense salle de spectacle et de loisirs à ciel ouvert que constitue le Colisée. Parce que les spectacles qui s'y donnent, évidemment, sont d'un genre un peu particulier par rapport aux spectacles que nous pouvons connaître aujourd'hui. En effet, les Romains sont très friands de spectacles violents, de spectacles sanglants, et plus un spectacle va faire couler de sang, plus il va être apprécié et réussi. Et c'est pour cela d'ailleurs que c'est un enjeu de pouvoir que de financer pour se faire élire comme sénateur par exemple, ou pour se faire apprécier en tant qu'empereur. C'est un enjeu important de pouvoir financer des spectacles parmi les plus mémorables.
Hein. On a souvent résumé la politique sous l'Empire romain à du pain et des jeux, mais c'est une formule qui est effectivement très juste. À partir du moment où le citoyen de Rome a l'estomac bien lesté de pain, et puis qu'il peut se distraire parfois une journée entière, parce que les spectacles peuvent durer des journées, des semaines entières. Hein. On rentre juste chez soi le soir pour se coucher, pour être parmi les premiers le lendemain à nouveau au Colisée pour avoir la meilleure place possible. Donc on s'étourdit du massacre de centaines d'animaux sauvages parvenus à grands frais depuis l'Afrique, des lions, même des girafes parfois, des bêtes fauves qui vont être tuées au milieu de cet amphithéâtre, et ça vous explique au passage pourquoi le plancher de bois est recouvert de sable et de sueur, parce que le sable ou la sueur de bois boivent le sang, permettent d'assécher rapidement la piste. Et donc, quand ce ne sont pas des bêtes fauves qui sont assassinées, qui sont tuées par des hommes, à coups de flèche la plupart du temps, eh bien on assiste à des combats au corps à corps. C'est d'ailleurs ce que préfèrent les Romains. Hein. Et là, on voit de véritables champions, hein, puisque les gladiateurs sont formés exprès pour les combats. Hein, c'est pas des gens à qui on a jeté une épée au milieu de l'arène en lui disant bah, maintenant débrouille-toi. Non, non, ce sont des spécialistes qui d'ailleurs, la plupart du temps, ne meurent pas. Parce que ça coûte tellement cher, ça prend tellement de temps de former un gladiateur que s'il doit mourir au bout d'un combat, bah, c'est quand même un peu dommage. Donc oui, bien sûr, le combat au corps à corps est souvent mortel, il peut être mortel, mais en général, les combats s'arrêtent dès qu'un des combattants est suffisamment blessé. Alors après, il y a une légende, parce que on est à peu près sûr que c'est dans les films, mais pas dans la réalité, hein, cette légende qui voulait que les spectateurs abaissent le pouce vers le bas pour signifier vas-y, achève-le, tue-le, pour qu'on achève les blessés, ou alors le pouce au contraire levé en l'air pour dire épargne-le. Bon, on est à peu près sûr en réalité que les combats s'arrêtaient dès qu'un des gladiateurs était suffisamment blessé pour ne plus poursuivre le combat. Alors certains sont devenus d'ailleurs des vedettes hein, à leur époque. Hein. C'est un peu les footballeurs professionnels de l'époque, hein, sauf qu'ils ne jouent pas leur vie sur une pelouse aujourd'hui. Et il y avait différents types de gladiateurs parce qu'il y avait différents types de combats. Hein. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse mettez sur pause le temps de découvrir. L'idée c'était que chacun ait un avantage et un inconvénient. Par exemple, le mirmillon, certes, il était équipé d'une épée et d'un grand bouclier, d'accord? Donc ça, c'était un très grand équipement, une très grande protection, mais il avait un casque qui le rendait quasiment aveugle, ce qui permettait à l'adversaire d'avoir quand même ses chances. Voilà, Euh, par exemple. Bon. Et même aveugle, le mirmillon avait de toute manière davantage de chances de survivre que l'infortuné chrétien jeté au lion, puisque à l'époque des persécutions chrétiennes, les chrétiens condamnés à mort, à mourir en martyrs, c'est-à-dire dans les plus atroces souffrances pour la gloire du Christ, eh bien constituaient une partie du spectacle du jour, comme le montre cette reconstitution où l'on voit des chrétiens et des chrétiennes d'ailleurs ligotés à des poteaux et qui vont servir de déjeuner aux fauves du Colisée. Ceci dit, je me dois de préciser que les historiens ne sont pas sûrs que le Colisée ait donné lieu à des exécutions de chrétiens.
Certes, des chrétiens ont été mis à mort à Rome, hein, puisqu'ils ont été mis à mort partout ailleurs dans l'Empire, pourquoi ne l'auraient-ils pas été à Rome même? Mais on n'a pas la preuve archéologique ou historique que des chrétiens aient été martyrisés à l'intérieur même du Colisée. Rien n'est trop beau pour étourdir le peuple de Rome, rien n'est trop cher, et on a même vu parfois, alors là c'est quand même le comble, des nomachie, du grec nomakia, c'est-à-dire des reconstitutions de batailles navales destinées à célébrer évidemment les plus grandes victoires romaines obtenues sur l'eau face aux principaux ennemis de Rome, hein, comme par exemple les Carthaginois. Donc on assiste à des reconstitutions de batailles navales à l'intérieur du Colisée, hein, c'est quand même assez fou, parce que ça veut dire qu'il faut construire des maquettes, des répliques pratiquement grandeur nature des navires de guerre. Ça veut dire qu'il faut aussi remplir l'amphithéâtre, il faut le remplir de suffisamment d'eau pour donner l'illusion qu'on se trouve au milieu de la mer. Et donc ensuite, évidemment, eh bien, on dispose des navires en deux camps, hein, les Romains et puis les ennemis, et bien entendu on s'arrange pour donner davantage d'armes et de combattants au camp romain, parce qu'il serait quand même fâcheux que lors de cette reconstitution, destinée à célébrer la victoire de Rome, ce serait quand même embêtant que ce soit les Carthaginois par exemple qui l'emportent devant l'empereur ou devant les spectateurs du Colisée. Et donc on sait que ce genre de spectacles n'ont pas eu lieu de manière aussi fréquente que les simples combats de gladiateurs, mais on sait qu'ils ont existé, et c'est pour ça que dans ce tableau peint au XIXe siècle, eh bien, on représente de furieux combats au corps à corps en plein milieu du Colisée, une nomachie. Alors, pour finir, une petite anecdote concernant le Colisée, et qui nous intéresse à double titre. D'abord parce que dans cette séquence, j'ai fusionné l'Empire romain et les débuts du christianisme, et jusqu'à maintenant, on n'a pas tellement parlé du christianisme. Il arrive, parce que on va le voir bientôt, notamment avec l'empereur Néron, mais aussi avec beaucoup de ses successeurs, les premiers chrétiens ont été persécutés, c'est-à-dire qu'ils ont été condamnés à mort, et chez les Romains, on aime bien joindre l'utile à l'agréable. Les condamnations à mort donnent lieu à des mises à mort publiques. C'est un spectacle, encore une fois, très apprécié. Ça change un peu des gladiateurs ou des bêtes fauves. Or, une légende tenace veut que le Colisée ait servi de lieu d'exécution des chrétiens. Bah oui, on y tuait déjà des gladiateurs et des bêtes fauves, pourquoi pas des chrétiens? Sauf qu'en fait, on sait que c'est dans un autre lieu, dans le Cirque Maximus, toujours à Rome, mais pas au Colisée, qu'ont eu lieu les exécutions de chrétiens. On y faisait beaucoup de choses dans ce Colisée, mais on n'y faisait pas tout. On n'y faisait pas notamment les courses de chars, on n'y faisait pas non plus les exécutions de chrétiens. Mais c'est pas grave, parce que l'essentiel, c'est que cette légende a traversé les siècles, et elle a permis, d'une certaine manière, de sauver le Colisée. Parce qu'après l'effondrement de l'Empire romain, après les tremblements de terre qui ont dévasté Rome, mais aussi le Colisée, eh bien, le Colisée a été purement et simplement menacé de disparition. Parce que les Romains, au fil des siècles, ont eu tendance à prendre le Colisée pour une carrière de pierre, et une carrière de pierre gratuite. Donc en fait, quand ils avaient besoin de pierre pour construire leur maison, eh ben, ils venaient se servir. Et ce qui fait qu'à ce rythme-là, le Colisée aurait pu purement et simplement disparaître. Ce qui l'a sauvé, c'est que justement, les papes de Rome ont voulu célébrer le martyre, la souffrance des premiers chrétiens de Rome, suppliciés, hein, persécutés, et c'est ainsi que les papes ont formellement interdit aux chrétiens de continuer à démolir le Colisée. Et au moment de Pâques, eh bien, le chemin de croix
qui rappelle les souffrances du Christ au moment où il va être mis sur la croix, crucifié, pour la fête de Pâques, eh bien le chemin de croix se déroule au milieu du Colisée. Donc voilà ce que je voulais vous dire et qui explique donc pourquoi le Colisée est un lieu de pèlerinage pour les chrétiens aujourd'hui et pourquoi finalement c'est grâce à la religion chrétienne qu'il a été sauvé. Alors il est temps de passer au dernier exercice, un exercice un peu de réflexion et de synthèse et qui va nous permettre de réfléchir sur ce que nous offre comme sujet de réflexion l'étude du Colisée aujourd'hui. Donc l'exercice est bâti comme d'habitude, hein, c'est-à-dire qu'il faut associer à l'aide des lettres A à G les éléments en gras de la colonne de gauche aux éléments de la colonne de droite pour reconstituer, non pas vraiment des phrases, mais reconstituer des conclusions concernant le Colisée de Rome. Donc voici le corrigé, les gladiateurs et les fauves évoquent le goût immodéré des Romains pour les combats sanglants, hein, ils aiment bien quand le sang coule. La loge de l'empereur rappelle que l'empereur paie lui-même les jeux pour soigner sa popularité, ce qui fait que c'est une aubaine pour le public, parce qu'en fait les jeux sont la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, gratuits, puisque quand ils ne sont pas offerts par l'empereur, ils sont offerts par des sénateurs, par d'autres personnages de premier plan qui tiennent à être bien vus du peuple. Les jeux durent des jours et des jours entiers, hein, bah oui, hein, du pain et des jeux, la célèbre formule, on n'a pas fait mieux depuis. Les loisirs sont un aspect majeur de la vie du citoyen romain. Effectivement, le romain se laisse vivre, se laisse entretenir, se laisse nourrir là aussi par l'empereur, par les autorités, et finalement a beaucoup de loisirs, et ça lui permet donc de se rendre au Colisée pour voir mourir des gens. Ensuite, le Colisée jamais égalé, ben oui, parce qu'il certes il a été copié, hein, comme on va le voir d'ailleurs, juste après, mais il n'a jamais été égalé, hein. Un bâtiment, un monument de cette taille ne risquait pas de trouver son égal ou même son maître ailleurs dans l'Empire romain, et il est au cœur de la romanisation, puisqu'il est le modèle même du mode de vie romain. Ensuite, les 50 000 spectateurs, 50 000 spectateurs pour 1 million d'habitants, donc ça veut dire qu'évidemment tous les habitants de Rome ne peuvent pas assister au spectacle en même temps, hein, c'est sûr, mais 50 000 spectateurs, c'est absolument énorme pour l'époque. Et le Stade de France d'aujourd'hui, au fond, ne fait que 60 000 places assises, hein. Donc à peine plus. La croix du Christ a ajouté autant des persécutions, alors même si encore une fois on n'est pas sûr que les chrétiens soient morts dans le Colisée, les papes ont considéré que si, et qu'il fallait effectivement rappeler le martyre des premiers chrétiens, hein, une sorte de devoir de mémoire, et donc le Colisée a été associé au martyr des premiers chrétiens. Enfin, les femmes et les esclaves à part, et bien tout simplement parce que la société romaine est hiérarchisée en classes sociales, et que dans la hiérarchie sociale, les femmes et les esclaves sont aux plus mauvaises places, c'est-à-dire les gradins supérieurs, directement sous bellhomme, donc ils doivent se contenter de banquettes en bois ou de rester debout. Alors, puisqu'on parle d'amphithéâtre, l'amphithéâtre Flavien, le Colisée, il existe d'autres amphithéâtres dans le monde romain, dont certains sont d'ailleurs très connus, hein.
ils se font voler la vedette évidemment par le Colisée de Rome, mais je pense par exemple à l'amphithéâtre de Leptis Magna, qui se trouve aujourd'hui donc dans le nord de l'Afrique, en Libye, et qui a été donc un territoire africain de l'Empire romain. Alors certes, l'amphithéâtre de Leptis Magna est plus modeste, il n'accueillait que 15 000 spectateurs, hein, c'est-à-dire au minimum 3 à 4 fois moins que le Colisée de Rome. Mais il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est que le Colisée, enfin l'amphithéâtre de Leptis Magna a été construit en 56 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, pardon, c'est-à-dire au début du règne de l'empereur Néron, c'est-à-dire près d'une trentaine d'années avant le Colisée de Rome. Ce n'est donc pas le Colisée de Rome qui a servi de modèle à l'amphithéâtre de Leptis Magna, ça serait plutôt l'inverse. Pour finir, il est toujours intéressant de prolonger un peu l'œuvre artistique, le monument que nous venons d'étudier, et d'établir des correspondances, dans la mesure du possible, évidemment, il faut que c'est un rapport avec d'autres œuvres existantes ou d'autres monuments. Et là, je me suis dit qu'on pouvait tenter une comparaison qui peut paraître un peu improbable, parce que là, il y a presque 2000 ans qui séparent les deux. C'est pas les mêmes technologies, évidemment, c'est pas les mêmes loisirs, les mêmes sports, les mêmes spectacles qui sont proposés au public. Mais enfin, le Stade de France, d'une certaine manière, avec ses 80 000 places, c'est-à-dire à peu près autant que le maximum que l'on prête au Colisée de Rome, et bien finalement, c'est vrai que, alors évidemment aujourd'hui, le Velum est remplacé par un toit rétractable, hein, c'est sûr. Les simples bancs sont remplacés par des sièges en plastique, mais on est toujours dans cette logique d'hémicycle, c'est-à-dire de caveat, de gradins qui s'enroulent autour. Alors là, c'est pas une piste en sable, c'est une pelouse, mais on est toujours dans la même logique. Alors, certes, c'est pas un amphithéâtre parfait, c'est pas un cercle parfait, c'est une forme un peu plus ovale, mais on est exactement dans la même logique. Et finalement, les footballeurs d'aujourd'hui, parfois, on les appelle les gladiateurs des temps modernes, hein, même si, évidemment, la comparaison s'arrête là. Et même si le Stade de France s'inspire d'un aéroport plutôt que du Colisée de Rome, il me paraît quand même évident que le Colisée de Rome a forcément un peu inspiré les architectes à l'origine du Stade de France. Et pour finir, c'est quand même assez curieux de se dire que même si le Stade de France a utilisé moins d'ouvriers que le Colisée de Rome, eh bien, il a fallu pas beaucoup moins de temps pour construire le Stade de France. Hein. Le Stade de France, il a été construit en 3 ans, hein, inauguré en 1998. Eh bien, finalement, il a fallu à peine le double pour les ouvriers romains de l'époque pour construire le Colisée de Rome. Donc, hein, finalement, l'histoire se répète un peu à travers les monuments. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette étude d'histoire des arts du Colisée vous aura plu.